Bonjour à toutes et tous. Je suis Yves Leprat, directeur de l'IPAG de Brest. Donc, un IPAG, c'est un institut de préparation à l'administration générale. Alors, j'explique un petit peu ce que c'est et ce qui explique aussi que nous soyons dans une session, je dirais, spécifique. Notre métier, en quelque sorte, est de préparer des étudiants venus d'horizons très différents au métier de la sphère publique. Alors, c'est un terme un petit peu peut-être exotique, mais ça veut dire au métier des trois fonctions publiques, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, mais aussi à des emplois, je dirais, qui sont liés à ces fonctions publiques. Ça peut être des entreprises publiques, ça peut être, ou à capitaux partiellement publics, ça peut être des entreprises qui travaillent avec l'État. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très particulier aussi. Je le dis tout de suite, on y reviendra tout à l'heure, parce que l'IPAC, ce sont des formations qui commencent en L3, c'est-à-dire pour vous, c'est loin. Ça veut dire que quand vous arrivez à l'IPAC, vous allez passer éventuellement soit une licence en un an, on expliquera ça, soit un master. Donc c'est un horizon un petit peu lointain, mais si on vous le présente, c'est aussi parce que ça vous permet de vous rassurer peut-être en vous disant que quel que soit votre parcours, quels que soient vos choix, que vous allez faire sur Parcoursup et là où vous allez aller l'année prochaine, vous pouvez toujours justement voilà, viser l'intégration de métiers de cette sphère publique au service de l'intérêt général via un IPAG. Donc vous pouvez faire, on le verra, de la biologie, des langues, de la sociologie, de l'histoire, un BTS, un DUT, en BUT, peu importe, une prépa, enfin, vous avez vraiment le choix. Et après, quand vous aurez mûri en quelque sorte cette première formation à l'issue d'une licence ou d'un BUT ou d'un BTS, vous pourrez rejoindre l'IPAC. Donc ça, c'est juste pour présenter peut-être ces deux axes d'abord. Alors, on a évidemment une sorte de PowerPoint qui vous a été fourni, qui peut nous servir, je pense, plus de ressources peut-être dans cette séance que, je dirais, de fil directeur. Pourquoi? Parce que trois diplômés de l'IPAG m'ont fait le plaisir et l'amitié de venir témoigner avec ce matin. Et ça me paraît important peut-être de commencer par leur donner la parole pour que vous voyez justement que tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais tous les chemins mènent également à l'IPAG et aux métiers variés qu'on peut envisager ensuite. Alors, je présente rapidement ces trois anciens étudiants. Alors, je dis anciens, pour vous, évidemment, ils sont anciens forcément, puisqu'ils ont la vingtaine, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont sortis il n'y a pas très longtemps de l'IPAG, donc ils peuvent vous parler de la formation qu'on y suit de manière très vivante. L'IPAG n'a pas fondamentalement changé depuis lors, mais ils peuvent aussi vous montrer toute leur trajectoire depuis le lycée. Ils vous diront, j'espère, où ils étaient en terminale, jusqu'à l'emploi qu'ils occupent aujourd'hui. Pour Elisa, que vous entendrez tout à l'heure depuis très peu de temps, et Jocelyn, il y a maintenant quelques années. Donc je commence par Jocelyn, non pas parce qu'il est le plus âgé des trois, mais parce qu'il a des obligations professionnelles et devra nous quitter assez vite. Donc Jocelyn Chénel, à qui je vais donner la parole d'ici une minute. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Elisa, Elisa Allard, donc elle, nous expliquera, est une jeune attachée d'administration de l'État. Donc, ce que je propose peut-être, c'est qu'on commence par écouter un petit peu ce que peut nous dire Jocelyn de sa trajectoire, de son ressenti par rapport à ses études. Et après ce tour de table, on aura peut-être l'occasion de revenir à partir du PowerPoint sur tel ou tel aspect, et puis surtout aussi avoir un temps d'échange avec vous si vous avez des questions. Donc je propose peut-être, Jocelyn, si tu veux bien, que tu nous expliques un petit peu ta trajectoire et ton rapport à l'IPAG et en quoi ça a pu être un moment intéressant dans ta trajectoire, justement. Bonjour et très bien, merci beaucoup. C'est effectivement ce que je vais faire. Je te remercie, Youn, d'autant que j'ai encore la vingtaine, effectivement, pour quelques mois. Moi, je suis breton, je suis né dans les Côtes-d'Armor, à Lannion. J'ai vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie où j'ai fait mes deux premières années de lycée, donc à Nouméa. Et puis, j'ai fait mon année de terminale à Brest, au lycée de l'Arteloire, avant de continuer dans les études supérieures à Brest également. Donc, avant d'arriver à l'IPAC, puisque Youn le disait lui-même, on arrive à partir de la L3, donc de la troisième année de licence. J'étais en licence d'anglais, donc c'est une licence qu'on appelle la licence LLCER anglais.
Donc, c'est, langue, littérature, civilisation, étrangère et régionale, anglo-saxonne en l'occurrence. Donc, j'ai étudié, la littérature américaine, britannique, australienne, l'histoire aussi, la civilisation, les cultures de ces pays-là. Et puis comme, j'avais pas tellement envie de continuer dans ces branches-là, non pas que ça m'intéressait pas, mais que je souhaitais faire des relations internationales, et bien j'ai après ma licence d'anglais, je suis allé effectivement à l'IPAG pour faire une année de licence en un an. Donc, c'était, important pour moi de pouvoir compléter, mon parcours avec du droit, notamment, avant de faire des relations internationales et en l'occurrence du droit public. Donc ça paraît peut-être, un petit peu loin, mais, du droit, constitutionnel, du droit de l'Union européenne, du droit de l'environnement, droit de la mer, et cetera. Donc, c'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu, à tel point que j'ai continué aussi, au moins pour, la maîtrise, le master 1, avant de continuer en master 2 à Paris, à l'IRIS, pour faire, des relations, internationales stratégiques et de la géopolitique. Donc, ce qui m'a parlé à l'IPAG, notamment, c'est que, bon, fallait un petit peu s'accrocher parce que j'avais jamais fait de droit auparavant, ce qui est moins le cas maintenant parce qu'on peut choisir, du droit, au lycée, il me semble. Et donc c'était une année particulièrement, exigeante avec, une vingtaine, voire une trentaine, hein, d'heures de cours, par semaine pour avoir les bonnes bases, les bons fondamentaux, notamment en droit, culture générale, économie, finance, et cetera. Je pense, sincèrement que c'est quelque chose qui a été particulièrement, utile puisque, ensuite donc j'ai continué mes études, à Paris, puis je suis entré, sur le marché du travail. J'ai d'abord été, conseiller politique auprès des élus de la ville de Brest et de Brest Métropole, avant d'occuper l'emploi que j'occupe, actuellement, puisque je vous disais que je voulais faire des relations internationales. Donc je suis chef d'un projet international dans l'industrie. Donc, monsieur le directeur de l'IPAG vous expliquait qu'à l'IPAG, on est formé au métier de la sphère publique. Et puis, j'ajouterais, effectivement, à l'intérêt général globalement, puisque je travaille pour une entreprise privée qui, me prête à l'université de Bretagne occidentale et au campus national des industries de la mer. Et mon métier, c'est de parcourir le monde pour trouver des entreprises qui voudraient bien accueillir des jeunes Bretons, en stage, donc des jeunes profils, techniques, des chaudronniers, des usineurs, des électriciens, et cetera. Donc j'ai aussi, cette casquette-là et puis je pense que là, j'ai dit l'essentiel. Ah, je te remercie beaucoup, Jocelyn. On va pas te retenir davantage. Merci encore. Voilà, et tu vas pouvoir œuvrer justement à la formation internationale de nos jeunes concitoyens. Alors, ce que je Merci propose beaucoup. peut-être, c'est que Elisa, si vous êtes là, vous puissiez nous faire part un petit peu aussi de votre trajectoire qui est complètement différente de celle de Jocelyn, mais pour montrer justement la diversité la diversité en fait des parcours. Dans ce cas-là, il faudrait que vous activiez votre micro, Elisa. Voilà, donc si vous voulez nous expliquer un petit peu voilà, votre parcours, ça permettra d'illustrer aussi les choses. Bonjour, moi j'ai un parcours totalement différent, donc ça va être intéressant. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oui? Alors, je m'appelle Elisa Allard, moi j'ai 25 ans. J'ai eu mon bac en 2018 déjà, au lycée Briseux. Donc moi j'avais fait un bac ES. Je sais pas trop aujourd'hui quels sont les équivalents, parce que maintenant c'est des options que vous avez, je crois. Et aujourd'hui j'occupe un poste à la direction régionale, un poste de chargée de mission. Alors moi, en sortie de lycée, je voulais être magistrate. Donc de manière logique, j'ai suivi un cursus de droit privé, donc à la fac de Quimper, à l'UBO. Puis après, je me suis orientée vers un master préparation magistrature sur Rennes. Sauf que je me suis rendu compte que c'était plus ça que j'avais envie de faire. Et je me suis retrouvée un peu perdue parce que j'avais l'impression que je pouvais qu'être juge ou avocate quand j'étais en études de droit. Sauf que pour le coup, c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de parcours possibles. Et c'est par ce biais que moi, j'ai intégré l'IPAG par la prépa talent, en fait. C'est un dispositif qui est intéressant parce que ça permet aux étudiants boursiers de bénéficier à la fois de la bourse et de la bourse talent pendant un an et en même temps de préparer les concours de la fonction publique à l'IPAG. Donc, je trouve que c'est un dispositif qui mérite aussi d'être connu parce que pour le coup, vraiment très intéressant. Moi, je connaissais pas du tout l'IPAG avant et j'ai pu l'intégrer du coup, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant. Ça permet de préparer les concours, donc aussi bien les écrits que les oraux.
avec beaucoup de concours blancs qui sont faits en conditions. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on n'est pas seul. Il y a aussi les autres étudiants avec qui vous pouvez vraiment travailler. Et aussi, bah, pour le coup, moi, quand j'ai réussi mes concours, une préparation à l'oral très riche, avec beaucoup de professionnels disponibles pour vous faire des oraux blancs. Et ça, pour le coup, c'est un soutien qui est vraiment, vraiment important parce que ça peut être assez stressant, les préparations au concours, et notamment quand on réussit les écrits après, bah, de se présenter à l'oral. C'est important d'avoir du soutien, et pour le coup, c'est vraiment un institut très soutenant. Ça permet aussi donc, du coup, comme je vous disais, de préparer beaucoup de concours différents, et il y en a beaucoup. Il y a les douanes, les finances publiques, et encore des concours qu'on découvre après. Tout ce qui est dans le médico-social aussi, hein, les inspections de structure. Donc voilà. Moi, j'ai fait le choix d'intégrer l'IRA de Nantes, Institut régional d'administration. C'est un concours pour devenir cadre de la fonction publique. On est cadre interministériel. Ça veut dire qu'on peut travailler dans plein d'administrations différentes, préfecture, les ministères aussi en centrale, donc à Paris. Ça peut être comme moi en direction régionale, ça peut être aussi en établissement scolaire, lycée, collège. Et de mobiliser plein de compétences différentes, plutôt juridiques, budgétaires, euh, animation, communication. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très riche. Et je trouve que c'était moi ce qui m'intéressait, en plus de la mobilité géographique, puisqu'on peut travailler partout. Donc, c'était le côté chouette de ce concours-là. Et c'est ce qui m'a conduit, moi, à le passer et puis du coup à le réussir. Et puis, suite à ce concours, moi, j'ai pris un poste à Orléans, à la direction régionale de l'économie, du travail et des solidarités, sur un poste de chargé de mission asile. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, moi, je fais beaucoup de budgétaire, puisque je gère 40 millions d'euros sur mon poste, pour financer les structures, pour mener des projets. Je fais beaucoup d'animation régionale aussi. On va visiter et rencontrer les acteurs, parce que bah, c'est intéressant aussi de pouvoir savoir avec qui on travaille. Et puis, euh, et puis voilà. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, hein, c'est qu'il y a beaucoup de possibles et qu'il faut les avoir en tête, et que pour le coup, l'IPAG, ça peut vraiment vous permettre de rebondir sur des concours, et puis d'avoir des beaux parcours et des parcours très variés, et puis de rencontrer aussi beaucoup de personnes différentes pour le coup. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Merci beaucoup, Elisa. Donc, bah, vous voyez que pour les étudiants, en fait, ça permet déjà de pointer du doigt au moins deux choses, enfin trois choses. C'est d'abord que, vous voyez que, comme je le disais au départ, quelle que soit la formation que vous pouvez envisager après le bac, vous pouvez vous retrouver ensuite à l'IPAG si votre envie, c'est de rejoindre justement là, cette sphère liée à l'intérêt général, au service du public. Euh, et deuxième enseignement, je pense, c'est qu'on voit aussi que l'IPAG, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que pour l'instant j'ai gardé ça un petit peu de côté, on peut y faire plusieurs choses. Vous voyez que Jocelyn a fait une licence d'administration publique, donc c'est une L3, donc ça veut dire que quand on a fait déjà une licence par exemple d'anglais ou de droit, on peut venir faire en un an une deuxième licence pluridisciplinaire, hein, avec justement, ils l'ont dit, du droit public, des finances publiques, de l'économie, de l'histoire, de la science politique, des relations internationales, de l'anglais, etc. Mais on peut aussi poursuivre en master, master 1, master 2, avec, j'y viendrai, différents parcours. On a un parcours gouvernance État-territoire qui est plutôt orienté vers les collectivités territoriales et l'administration, un parcours sûreté-sécurité plutôt pour ceux qui envisagent la police, la gendarmerie, les douanes, la pénitentiaire, les entreprises, officiers de sécurité dans des grandes entreprises, ou bien un parcours diplomatie, relations internationales, plus orienté justement vers les ONG, vers le travail international. Et puis, comme l'a montré Elisa, on peut aussi venir simplement préparer les concours. Elle l'a fait en un temps record, hein, Elisa, elle a brillamment réussi dès sa première année. Et là, effectivement, on suit des enseignements qui sont en fait très très proches de ceux de la fameuse licence, avec effectivement beaucoup d'entraînement. Puis c'est un peu à la carte, notamment pour les oraux, en fonction des besoins des étudiants. On essaye de s'adapter au maximum. Et c'est intéressant aussi parce que Elisa nous a parlé de ce dispositif de classe prépa talent. Alors, c'est pas une formation spécifique, c'est simplement, effectivement, comme elle lui disait, un système d'aide aux étudiants boursiers pour leur donner un coup de pouce. Alors, elle pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Il y a effectivement une bourse supplémentaire qui s'ajoute à celle que vous avez déjà, la bourse d'enseignement supérieur. Mais le système vous permet aussi d'obtenir des manuels, une aide
pour aller passer les concours, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui permet à tout le monde d'envisager, justement sereinement de passer les concours. Donc, on voit que, c'est une structure, vous voyez, avec plusieurs, types de diplômes ou de formation, mais qui permet de s'adapter aux besoins, aux envies de chacun. Alors qu'on a vu que, justement, Elisa avait fait une première année de droit et Jocelyn une première année d'anglais. Donc ça montre bien que vraiment tous les chemins y mènent. Et parmi nos étudiants ou anciens étudiants, encore une fois, il y a aussi des gens qui sont passés par les classes prépa, des gens qui sont passés par des IUT, etc., des licences scientifiques. Donc il y a absolument, dites-vous qu'il n'y a absolument aucun parcours, si vous voulez, dans lequel vous vous engageriez qui vous empêcherait de rejoindre justement l'IPAG et de tenter ces concours ou bien de rentrer par la voie du contrat. Donc ça, c'est un premier aspect qui me paraît intéressant. On voit aussi dans les cas qui vous sont présentés que justement la formation à l'IPAG, elle est complémentaire justement de toutes les compétences qui ont été acquises en droit par Elisa, en langue par Jocelyn qui travaille à l'international, mais pour d'autres qui ont peut-être des formations plus abstraites, une licence de philosophie, une licence je sais pas, de lettres, par exemple, eh bien, voilà, il n'y a absolument aucun problème pour rejoindre justement l'IPAG. Alors, un autre point qui me paraît intéressant, alors, vous connaissez sans doute, on en parle beaucoup. Pour nous, l'alternance, elle est simplement en Master 2. Donc, pour vous, c'est très très loin, Bac plus 5. Et en fait, c'est un dispositif donc, qui en a sa troisième année à l'IPAG, qui est choisi par à peu près autour de 60-70% des étudiants de Master 2 de nationalité française en Master 2 à l'IPAG. Et donc, il vous permet d'alterner des périodes à l'IPAG et surtout en entreprise ou en administration. Et vous êtes payé. Vous avez une rémunération qui est tout à fait confortable, tout en ayant ce statut voilà, à la fois étudiant et puis de salarié de l'administration ou de l'entreprise. Et c'est vrai que ça vous permet justement d'acquérir des compétences très concrètes et de devenir employable immédiatement. Je pense à Ewen, un de nos étudiants de la première année d'alternance, qui était à l'administration pénitentiaire à Rennes et qui a passé en parallèle le concours d'inspecteur des douanes. Et donc là, il vient de terminer son école de mémoire. Et donc, il est un jeune inspecteur des douanes. Donc, vous voyez que, encore une fois, on peut tout à fait varier en quelque sorte sa trajectoire selon des choix. Et vous voyez que c'est vraiment un petit peu de ce point de vue à la carte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a peut-être à ce stade des questions? Je ne sais pas, c'est juste pour pouvoir donner la parole aux étudiants de lycée s'ils le souhaitent. Oui, effectivement, il y a des questions. Donc, la première question, elle porte sur le coût de l'inscription à la licence. Alors, le coût alors, nos anciens auront peut-être les chiffres plus précis, mais c'est comme n'importe quelle licence. C'est-à-dire que à l'UBO, et je parle sous le contrôle des collègues, je dirais, de Cap Avenir, c'est de l'ordre de 250 euros à peu Mm. près. Alors, peut-être un peu moins pour la licence, c'est plutôt 180, je crois, pour la licence et peut-être 250 pour le master. Donc voilà, on va dire autour de 200 euros. Donc, évidemment, ce coût qui est standardisé au niveau national, hein, globalement, ne reflète pas évidemment le prix de la formation pour le contribuable français. Mais donc, c'est quand même très, très démocratique de ce point de vue-là, évidemment. Et après, il faut payer le logement, la nourriture, etc. Mais voilà, le prix est limité. Et comme le disait Elisa, par des biais comme la prépa talent, on peut avoir des financements à côté hein, pour vous aider. Et pas mal de nos étudiants, notamment en master, en licence, ils n'ont pas trop le temps souvent, mais en master, ont aussi un job étudiant en parallèle. Alors, quand on prépare les concours, comme le faisait Elisa, c'est très très compliqué parce qu'on est focus sur son concours. Mais si on est en master, on peut normalement pouvoir combiner justement cela avec un job étudiant. Voilà, mais pour cette première réponse. Mais donc, c'est le même prix que n'importe quelle licence. Et pour les étudiants boursiers, de D'accord. toute façon, on ne paye pas les frais Euh, d'inscription.
Donc, vous venez de répondre à une des questions qui Ouais, vient d'être posée c'est ça. autour des frais hors inscription et habitation. Et notamment, si je peux me permettre de compléter, il y a effectivement le Crous qui est là, qui met à disposition des chambres en cité universitaire. Et puis, il y a aussi des offres de logement via le Bureau information jeunesse pour pouvoir trouver des logements dans des prix raisonnable. Je Alors, rebondis juste là-dessus on a une peut-être. autre question. Je rebondissais juste un instant pour montrer la variété des parcours. C'est qu'il y a un tout nouveau directeur du Crous et c'est un diplômé de l'IPAG. Voilà, c'est juste D'accord. pour que je saisis la balle au bon. Donc, on a une autre question sur les salaires qui peuvent être perçus à l'issue à l'issue des masters, en fait, sur des types de postes dans la fonction publique, notamment pour les jeunes diplômés. Les fourchettes de salaire. Je pense qu'il est difficile de donner un salaire indicatif, mais peut-être des fourchettes de salaire. Alors, je m'exprime, mais peut-être que nos trois intervenants, ou si Jocelyn est parti, nos deux intervenants pourront peut-être livrer leur propre rémunération. Mais alors, c'est assez variable, puisque bon, la quasi-totalité des diplômés de l'IPAG, donc je crois que le taux de, comment dirais-je, d'intégration au marché du travail, je crois est de 95% au bout de 18 mois, me disait, je crois, Cap Avenir, donc il est très bon ce taux d'insertion professionnelle, hein. Et en général, on est cadre A de la fonction publique ou équivalent. Donc, cadre A de la fonction publique, ça veut dire que vous êtes, on va dire, dans une grille indiciaire, c'est-à-dire que tout le monde a le même salaire, on va dire, de base, si vous voulez. Euh, alors vraiment le plancher, ça doit être, je pense, peut-être autour de première année, 1800 euros, quelque chose comme ça. Mais dans la plupart des ministères, vous avez en fait des systèmes de régime indemnitaire, de primes, si vous voulez, qui viennent s'ajouter à ça. Par exemple, un de nos anciens étudiants est venu l'année dernière. Il avait 1 an d'ancienneté comme inspecteur des finances publiques et je crois qu'il gagnait 2400 euros net, avec en plus un logement à Paris de 70 mètres carrés dans le 15e arrondissement, qui lui était fourni, on va dire, avec un loyer très faible par le ministère, qui payait 500 euros pour cet appartement, dont la valeur de marché était au moins largement, enfin, quasiment le triple. Donc en fait, ça c'est un autre exemple. Après, évidemment, ça c'est la sortie, vous voyez, le dispositif. Donc on va dire que, mais je parle sous le contrôle notamment d'Elisa, mais voilà, c'est 2200, 2300, 1400 selon les ministères, j'imagine. Et puis ensuite, ça progresse. Et par exemple, on fait des conférences métiers le vendredi, enfin pas tous les vendredis, mais il y a quelques semaines, et sont venus par exemple des inspecteurs des douanes. Donc il y avait à peu près 35 ans, hein, et avec les différentes primes, enfin inspecteurs principaux, donc ils avaient passé une sorte de cap, donc vers 35 ans, ils gagnaient à peu près 5000 euros par mois avec toutes les primes, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est parce que c'est des personnes qui ont des responsabilités et qui ont déjà évidemment plus de 10 ans d'ancienneté et qui sont dans un ministère financier. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez gagner plus d'argent en quelque sorte, souvent, vaut mieux viser le ministère des Finances. Donc tout ce qui est douane, DGCCRF, inspecteur des finances publiques, etc. Là, vous avez en général des rémunérations plus intéressantes. Mais disons que voilà, les choses sont transparentes, hein. Enfin, normalement, on peut chercher sur Internet et avoir une idée très précise de la rémunération à tel niveau à peu près d'âge. Bon, alors là, moi, je vous ai donné le principe général, je résume. Une rémunération de base qui est voilà, la même pour toutes, qui n'est pas extrêmement importante, mais un régime indemnitaire qui s'y ajoute, et qui fait qu'on commence normalement, mais peut-être qu'Elisa, qui est maintenant fonctionnaire, pourra nous le dire, sans doute autour de 2200 ou quelque chose comme ça. Et Elisa, est-ce que ça serait un secret de vous demander votre rémunération? Pas du tout. Alors, moi, après avoir payé les impôts, je suis à 2 450 euros. Plus, on a une prime dans l'année à l'été, je crois. Je sais pas si c'est pas vraiment une prime, je sais pas comment ça s'appelle. D'environ 1 000 euros en plus. Donc, voilà. Donc, c'est Donc, une prime de mérite ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment elle un s'appelle. peu plus de 2500. Voilà, c'est ça, en gros. Donc, voilà, là vous avez l'idée, attaché à l'administration de l'État, on est, je pense, sur quelque chose d'assez représentatif. Ouais. Oui, Euh, puis après, on passe assez vite les échelons, en fait. Moi, j'ai déjà passé un échelon
en un an, donc je suis déjà échelon 2, donc ça va assez vite aussi à ce niveau-là. Donc en fait, dès qu'on passe un échelon, le salaire il augmente, donc forcément ça joue aussi. Et merci beaucoup. Il y a une dernière question qui porte sur les stages pendant la licence. Y a-t-il des stages? Pour ce qui est des stages, alors en L3, pour l'instant, on a un minimum pour valider la licence qui est un stage tout simplement de 15 jours, qui est une sorte de stage de découverte. Mais en fait, on pousse nos étudiants à utiliser toutes les ressources, par exemple les vacances universitaires ou bien le temps qui existe après les examens pour multiplier ces stages. Ensuite, en Master 1, on vient de passer à un stage minimum de 2 mois comme en Master 2. Master 2, évidemment, on peut faire une alternance, mais c'est minimum 2 mois. Alors, sachant que, en fait, c'est pareil, vous pouvez en faire plus. Je pense à une étudiante l'année dernière qui était en Master 2 et qui, en fait, a fait un stage à l'agglomération, enfin, la métropole de Nantes, un stage de 5 mois. Et elle a été embauchée, je dirais, à l'issue sur un poste assez similaire. Donc, en fait, les 15 jours en licence, 2 mois en master 1, 2 mois en master 2, c'est vraiment le minimum pour valider son diplôme. Mais on peut faire plus et on vous incite à faire plus parce que c'est évidemment aussi une porte qui conduit justement à l'emploi. Voilà pour cette question. Je vous remercie pour la réponse à toutes ces questions.